Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais te parler du podcast de mon amie Charlotte, que j'adore écouter toutes les 2 semaines, car il nous permet vraiment de s'évader. D'ailleurs, il s'appelle Évasion. Elle partage avec nous les conversations qu'elle a eues avec des hommes et des femmes qui ont décidé de voyager, que ce soit seuls ou non, en van ou en roller, à travers le monde. On y trouve des témoignages inspirants avec un tas de bons conseils. Je te mets le lien dans la description du podcast si ça t'intéresse d'aller y jeter un œil. Maintenant, place à ton épisode de Fille Expat. Hello, bienvenue sur Fille Expat pour cette nouvelle saison spéciale placée sous le signe des territoires français d'outre-mer. Partir vivre sur ces territoires n'est pas considéré comme une expatriation. Pourtant, vous l'entendrez au fil des épisodes, parfois il n'y a que la langue française qui vous rappellera que vous êtes en France. Le choc culturel peut être très important. C'est pourquoi Kelly a décidé de tendre son micro à ces fans qui ont sauté le pas pour s'installer dans ces paysages de cartes postales, parfois à l'autre bout du monde. Dans cette saison spéciale, elle fait le tour avec ses invités des questions pratiques pour une expatriation dans les territoires d'outre-mer. Elle revient sur les points communs et les différences entre la métropole et les territoires, afin de vous préparer au mieux si vous envisagez le départ dans ces territoires idylliques. Accrochez vos ceintures, départ imminent. Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode que vous allez vite le découvrir et vraiment très différent de ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent. Avant de laisser la parole à mon invité, je vais rapidement remercier Jenna Lebro pour son commentaire sur Apple Podcast. Elle dit avoir récemment découvert le podcast via une de mes invitées et elle trouve très enrichissant d'entendre ces histoires de femmes expatriées. Cela lui réchauffe l'âme et lui donne envie de partir à nouveau vers de nouveaux horizons. Alors accroche-toi Jenna, car dans cet épisode, on ne va pas parler d'un pays, mais d'une vingtaine et c'est Priska qui va nous partager son expérience de vie. Bonjour Priska. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux rapidement dire à nos invités ton âge et d'où tu nous parles actuellement ? Alors, j'ai 28 ans et actuellement, je vis à Saint-Cyr-l'École, donc dans la région parisienne, dans les Yvelines. Cool. Donc moi, ce que j'aime faire avec mes invités, en général, c'est de faire un petit retour en arrière avant qu'elles soient parties. Mais toi, j'ai l'impression que, pour le peu que je sais sur toi, il va falloir partir même encore plus longtemps en arrière, parce que j'ai cru comprendre que quand tu as grandi, tu étais une grande passionnée de la musique. C'est exact, oui. Donc, dis-nous tout. Alors, j'ai commencé la musique à l'âge de 5 ans. Donc je suis la plus jeune de 4 frères et sœurs. Ils ont tous fait de la musique avant moi et je voulais faire pareil. Et donc j'ai commencé avec l'éveil musical à 5 ans. J'ai fait de la flûte à bec au début parce que ma grande sœur en faisait aussi, donc je voulais faire pareil. Et après, j'ai choisi de faire du violoncelle. Donc, à 6 ans, j'ai commencé les cours de violoncelle. Quand j'avais 12-13 ans, j'en ai eu marre de la flûte à bec. Je voulais faire du piano. Donc, j'ai fait 1 an de piano. Mon prof était très bizarre. Je ne me sentais pas à l'aise dans les cours, donc j'ai arrêté. J'ai continué à apprendre le piano toute seule. Ma mère avait fait un peu de piano, donc elle m'a un peu appris les bases. Mais j'ai appris toute seule avec les chansons de Amélie Poulain. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Enfin, voilà. Oui, parce que, excuse-moi de t'interrompre, mais du coup, à l'époque, on n'avait pas tout ce qui était YouTube, etc., pour justement un peu apprendre dans son coin, quoi. Non, je cherchais les partitions sur Internet. Ok. Et je déchiffrais comme je pouvais. Donc voilà, puis j'ai vachement progressé. C'est ce que je faisais après l'école, quand j'avais fini mes devoirs. Enfin, voilà. Après, un peu plus tard, quand j'avais 14-15 ans, je me suis mise à la guitare. Pareil, j'ai appris toute seule. Je chantais des petites chansons en faisant les accords. Et puis, je me suis mise à écrire mes propres chansons quand j'avais 16-17 ans. Donc la musique, ça a toujours été une grosse partie de ma vie. Ouais. Alors écoute, moi, quand j'avais 16 ans... Mon objectif, c'était d'aller en boîte les week-ends, de faire la fête, de rencontrer des mecs. Du coup, toi, t'étais plus en mode solitaire, à vouloir créer, justement. Enfin, c'est génial, hein. Mais est-ce que c'était un peu ça, ton mode de vie ? Ouais, c'était un peu ça, ouais. Ok. J'étais un peu artiste, un peu réservée. Je gardais beaucoup de choses à l'intérieur, je pense. Du coup, juste pour remettre un peu nos auditrices et auditeurs dans le contexte, parce que tu m'en as parlé offline, là, tu nous parles de Paris, mais à la base, tu es originaire de Lorraine. Oui, c'est ça. Voilà, donc on est originaire de la même région. Donc, des week-ends sous la pluie, ils sont nombreux. Donc, je trouve ça génial que tu as profité de ces longs week-ends pluvieux pour être créatif. Ça, c'est vraiment top. Mais du coup, tu faisais ça, j'imagine, comme passe-temps à l'école. C'était quoi un peu ta situation ? J'ai fait un bac S, pas parce que j'aimais spécialement les sciences, mais parce que ça ouvrait les portes à tout. J'aimais beaucoup la musique. J'aimais bien les langues aussi, surtout l'anglais. Ouais, voilà, j'étais assez brève. J'avais une année d'avance. J'ai un super bon souvenir de mes années lycée.
Donc, il y avait pas mal de projets de chorale, etc. Enfin, c'était cool. Trop bien. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on était opposés. Ah Si ouais. ce n'est qu'on a toutes les deux fait un bac S, mais toi, t'as sauté une année. Moi, j'ai raté mon bac, donc j'ai raté une année. Je sortais tout le temps, j'étais pas du tout créative. Et j'ai jamais touché un instrument de musique de ma vie. Mais j'aurais bien aimé faire du piano. Mais quelque chose que j'ai lu quand même sur toi, c'est que tu as fait une école internationale, affaires internationales. Et j'avais l'impression que c'était pas trop en rapport avec la musique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? Ouais, donc en fait, j'ai pas voulu m'orienter dans la musique professionnellement parce que je savais que ça serait compliqué. C'était pas facile de choisir quelle orientation prendre. Mais j'aimais beaucoup l'anglais et j'aimais beaucoup. Enfin, j'avais envie de voyager mais je voulais pas faire prof d'anglais. Je me suis orientée vers la traduction en fait au départ. Donc j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. Et je me suis dit, au cas où la traduction, ça fonctionne pas, je pourrais toujours atterrir dans le management international. Ok. Et donc, après la licence, j'ai fait une année de traduction. J'ai monté ma propre entreprise, j'ai fait quelques commandes et j'ai réalisé que c'était pas mon truc parce que je tapais sur mon ordinateur toute la journée, je parlais à personne, ça bougeait pas, c'était très très machinal comme boulot. Et du coup, après cette année-là, je me suis relancée dans un master en management international. Et donc, le titre complet, c'est management interculturel et affaires internationales. Et donc, j'avais comme objectif de travailler dans une entreprise internationale et de parler anglais au quotidien et travailler avec des gens partout autour du monde. C'était ça qui m'attirait. Mais du coup, ouais, t'avais complètement mis de côté cette idée de te lancer dans la musique. Enfin, tu le gardais plus en side project, en tant que passion. Oui, c'est ça. Mm. Est-ce que tu dirais que... Parce que tu as dit, je savais que ça allait être compliqué de percer dans la musique. Est-ce que tu dirais que tu le savais ou est-ce que c'est ton entourage qui te le faisait croire? C'est une bonne question. Et tu n'es pas obligé de répondre, on peut s'arrêter là parce que je sais qu'il risque d'écouter ce podcast et ça peut peut-être te mettre mal à l'aise. Mais je pense que ouais, quand on grandit, malheureusement, on nous dit beaucoup de choses. Et c'est peut-être vrai, hein, mais c'est un peu dommage, quoi, parce que du coup, on nous laisse pas cette chance d'essayer au moins, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas grave. En tout cas, une chose est sûre, c'est que du coup, t'es partie dans ce master. Et si je me trompe pas, tu t'es expatriée à un moment donné. Oui, alors en fait, déjà en licence, en troisième année de licence, je suis allée à Montréal pour un échange pour un semestre, donc 4 mois. C'était assez court, mais c'était intense. J'ai beaucoup aimé mon expérience là-bas. Ouais, l'université était top, les cours étaient trop bien. Enfin, ouais, la vie étudiante, ouais. Est-ce que tu y es allée l'été ou l'hiver? J'y étais d'octobre à janvier. Ah, ouais, automne-hiver, quoi. Puis après, à la fin de mon master, je suis partie 1 an en Angleterre pour un stage de 6 mois et je me suis fait embaucher après, donc je suis restée 1 an au total. Ok. Et t'étais où en Angleterre? J'étais à Basingstoke, c'est à 40 km à l'ouest de Londres. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu faisais exactement comme taf pour eux? Alors, je travaillais dans une entreprise de referencing, où en gros, on travaillait pour des compagnies aériennes et il fallait demander des références aux anciens employeurs des pilotes et des hôtesses de l'air pour s'assurer qu'en gros, ils n'étaient pas dangereux. Enfin, voilà, pour les aéroports, en fait. Mhm. Donc, ouais, c'était ça. Donc, au quotidien, on passait nos journées au téléphone à appeler les employeurs, leur demander les références. Non, ouais, Ouais, voilà. j'imagine que ça a dû t'éclater, ça. Ouais, c'était pas la meilleure des expériences professionnelles. Mais la vie en Angleterre, est-ce qu'elle t'a plu? J'ai beaucoup aimé découvrir la culture britannique. Ils sont pas loin, ils sont juste à côté, mais c'est tellement différent de chez nous. Mhm. Découvrir les spécialités culinaires et aussi découvrir les différents endroits qu'il y a à voir. J'ai visité pas mal de villes dans le sud de l'Angleterre. Cool. Et toi qui as grandi quand même dans une famille assez nombreuse, je dis nombreuse parce que moi j'ai juste un frère, cet éloignement, ça t'impactait pas émotionnellement? Ces deux expériences-là, non, c'était pas. Je savais que c'était temporaire et c'était pas si loin que ça. Enfin, le Canada, c'était loin, ouais, mais non, je savais que c'était assez court, donc non, ça allait. Et donc du coup après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Je suis censée ne pas savoir. j'étais en Angleterre et je me disais, donc je passais mes journées au téléphone et je commençais à dépérir en fait.
Je regardais par la fenêtre, j'essayais d'apercevoir un morceau de ciel bleu. Je me disais, mais il y a plus que ça dans la vie. Mhm. Et enfin, ouais, je commençais vraiment à ne plus être heureuse, quoi. Et j'avais besoin de quelque chose qui soit rafraîchissant. J'avais besoin de sortir de là, quoi. Mhm. Et c'est là que je suis allée au mariage d'une amie, en fait, qui était partie pendant 2 ans sur un bateau humanitaire. Et donc, à son mariage, on a vu des photos de quand elle était sur le bateau et tout. Et je me suis dit, donc je savais qu'elle y avait été. J'avais toujours cru qu'elle était folle de partir sur un bateau aussi longtemps, aussi loin, etc., travailler aussi dur. Et, euh, et à cette période-là, en fait, j'ai commencé à complètement changer d'avis. Je me suis dit, mais c'est génial, en fait, ce qu'elle a fait. C'est une expérience de fou, enfin, tout ce qu'elle a dû apprendre, etc. Mhm. Et ça m'a pas quittée, en fait. Donc, à ce moment-là, il fallait que je retourne en Angleterre travailler. Et ça m'a pas quittée, en fait. Donc là, pour le coup, c'était par rapport à ma famille. Je savais que pour eux, ce serait compliqué de partir. Enfin, je savais qu'ils diraient n'y va pas parce que. Pas m'arrêter d'y penser. Et au travail, entre deux coups de téléphone, je pensais à ce bateau. Je m'imaginais sur l'océan en train de nettoyer les decks. Enfin. Est-ce que tu en avais parlé avec ton ami, pardon, ou pas du tout? Alors ouais. Alors je sais plus quand, parce que pendant tout ce temps où je réfléchissais, en même temps, je contactais mes amis, parce qu'en fait, j'ai d'autres amis qui y sont aussi allés. Et je leur posais mes questions. Et donc, ouais, je lui ai posé mes questions. Ouais, je sais plus à quel moment c'était, mais j'étais pas encore sûre de le faire, en fait. Mhm. Mais c'est dingue parce que je ne connais absolument personne qui est parti sur un bateau et toi, tu as plusieurs amis qui ont déjà fait cette expérience. Ouais. Parce que c'est quand même. Enfin, vivre sur un bateau, c'est clair. Enfin, moi, j'ai un peu le mal de mer, donc du coup, je pense pas que ce serait envisageable. Donc, du coup, tu as commencé à faire tes petites recherches. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire c'est bon, je me lance? À côté de ça, je cherchais un travail et rien ne fonctionnait parce que j'avais pas assez d'expérience. Et donc, j'ai décidé d'envoyer ma candidature pour le bateau et juste de voir ce qui allait se passer. Et en fait, c'était super simple. Enfin, le processus de candidature était super simple. J'ai eu un entretien avec la responsable du bureau en France. C'est du bénévolat en fait, donc il n'y a pas autant de pression que pour un emploi. Quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui voudrait partir sur un bateau. Donc, tu vas sur Internet, tu tapes quoi? Il y a plusieurs bateaux en fait qui existent. Donc moi, je suis partie sur le bateau Logosoap, Mhm. qui fait partie d'une organisation qui s'appelle GBI Ships et aussi Opération Mobilisation. Et il y a d'autres bateaux, il y a Mercy Ships et je suis sûre qu'il y en a d'autres. Mercy Ships, c'est plus un bateau médical. Le bateau sur lequel je suis partie, c'est un bateau librairie. Les gens viennent à bord pour acheter des livres en fait. Ok. Et donc, du coup, on va sur leur site internet et ils ont un processus où on peut envoyer notre CV, notre lettre de motivation. Oui, c'est ça. Enfin, sur le site, oui, il y a ils expliquent. Enfin, en gros, ils te mettent en relation avec le bureau de ton pays. Ok. Parce que du coup, tu dirais qu'il y a à peu près combien de bénévoles sur un bateau? Sur le bateau où j'étais, on était entre 300 et 400. Ah oui, c'est pas mal quand même. Et donc, du coup, tu as passé les entretiens, tu as été accepté. Oui, c'est ça. Donc, ils ont dû demander l'autorisation, enfin, ils ont dû demander l'avis du personnel sur le bateau. Donc, il fallait que j'attende. Et puis ensuite, ouais, j'ai reçu l'accord. Et en fait, donc, c'était pas fini parce qu'en fait, il faut que tu trouves ton soutien financier. Ah. Parce que, donc, t'es pas payé. Et tu dois en fait payer ton séjour sur le bateau, donc ta nourriture, ton logement, etc. Et donc, il fallait que je trouve en gros des donateurs qui me soutiennent pendant 2 ans. Ah ouais, parce que tu savais que tu signais pendant 2 ans. Ouais, j'avais choisi. Tu peux choisir 1 an ou 2 ans. Ok. Et tu te souviens à peu près c'est quoi la somme qu'il faut avoir? C'était 700 euros par mois. Ok, 700 euros par mois pendant 2 ans, ça nous fait 16 800 euros. Donc ce n'est pas négligeable. Ouais, donc il fallait que je trouve ce soutien et j'étais un peu en retard. Il me restait 2 semaines pour pouvoir rejoindre le bateau en février. Parce qu'en fait, donc les nouvelles recrues, elles arrivent 2 fois dans l'année, en février et en septembre. Donc si je voulais partir là en février, il fallait que je trouve mon soutien en 2 semaines. Waouh. T'as fait comment? Alors j'ai rédigé une lettre où j'expliquais mon projet, etc. Et ce qu'il me fallait pour que ça marche. Et je l'ai envoyé à tout mon carnet d'adresses. J'ai enlevé les personnes qui, je savais, n'en auraient pas grand-chose à... Enfin, que ça les intéresserait pas, quoi. Et puis, j'ai eu plein de réponses et c'est venu petit à petit.
Mais donc j'ai eu des réponses, mais pas assez en fait. Mhm. Le dernier jour, il me manquait encore, je sais plus exactement, mais il me manquait un petit peu quoi pour que ça marche. Et donc je commençais à baisser les bras. J'appelais mes amis, je leur disais en fait ça marchera pas, j'ai pas ce qu'il faut. Enfin, voilà. Mhm. Et il y a une amie qui m'a répondu essaye encore de contacter des gens, relâche pas, t'as encore quelques heures. Mhm. Et j'ai pensé en fait à un ami qui m'avait dit qui voulait me soutenir, mais il m'avait pas dit de combien. Et donc je l'ai recontacté, je lui ai envoyé un petit mail, mais bon, il était 10h du soir, je me suis dit c'est mort. Et genre 11h30 du soir, il me répond, il me dit oui, je pensais à tant et tant, et c'était exactement ce qui me manquait. Waouh, incroyable. Bon, bah merci à lui alors. Ben ouais, donc c'était bon quoi. Mais du coup, quand tu disais, je leur ai expliqué mon projet, en gros, enfin, t'expliquais que tu voulais partir sur ce bateau pendant 2 ans, que t'avais besoin, ou est-ce que t'avais une idée autre en tête d'un projet en rapport avec la musique ou autre? Sur le bateau, en fait, je savais qu'il y avait des possibilités de faire de la musique et du théâtre. C'était aussi pour ça que j'y allais, mais pas que. Aussi pour le but humanitaire du bateau aussi, quoi. Parce que du coup, c'est quoi ce but humanitaire de ce bateau? Oui, donc il y a la librairie et il y a d'autres choses aussi. Il y a des actions humanitaires à terre, je sais pas, construire une maison pour quelqu'un ou distribuer des purificateurs d'eau ou des lunettes de vue. Il y a des événements à bord aussi. Et quelque chose qu'il faut que je précise aussi, c'est que c'est un bateau chrétien en fait. Et donc il y a cette partie-là aussi qui est importante. Oui. Mais du coup, ce bateau, donc il part de quel port? Au moment où je l'ai rejoint, il était dans les Caraïbes, à Trinité et Tobago, mais il bouge tout le temps en fait. Combien de pays t'as pu découvrir? Et ben au total, 25 pays. 25 pays. Est-ce que tu peux nous en citer juste quelques-uns pour nous situer un peu géographiquement? Alors oui, il y avait dans les Caraïbes, la Jamaïque, République dominicaine, les Bahamas, après l'Amérique centrale, le Mexique, Guatemala, Costa Rica et l'Amérique du Sud, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay. Trop bien. Du coup, toi, t'es resté dans cette partie du monde? T'as pas du tout fait le tour vers l'Asie ou revenu en Europe? Ouais, non, c'est ça. Ok, super. C'est tout ce que je rêve de voir. Est-ce qu'il y a un pays en particulier où t'es resté un petit peu plus longtemps et qui t'a marqué? On est resté pas mal de temps au Mexique et je dirais la Colombie, j'y suis retournée 2 fois. Une fois avec le bateau et une fois, en fait, j'ai été envoyée temporairement en Colombie pour une mission de 1 mois. Trop bien. Et donc, du coup, quand on est comme ça sur un bateau, etc., t'arrivais à rentrer facilement en contact avec ton entourage? L'éloignement, c'était pas trop compliqué? C'était pas super facile. En fait, on avait un Wi-Fi vraiment nul à bord, vu qu'on était 300-400 personnes à l'utiliser. Ah oui. Donc, souvent, on était coupé. Quand je voulais appeler ma famille avec WhatsApp, la vidéo, ça marchait pas. Par contre, il y avait une ligne fixe, donc ma famille pouvait m'appeler sur la ligne fixe et là, ça marchait nickel. Est-ce que toi, ça serait une expérience que tu recommandes aux gens de faire? Est-ce que tu penses que ça t'a aidé d'évoluer? Oui, moi, ça m'a vraiment fait grandir sur plein d'aspects. On a vraiment travaillé dur. Enfin, j'ai pas dit ce que je faisais à bord, mais les 6 premiers mois, j'étais à la vaisselle et les 6 mois suivants, j'étais toujours en cuisine. Je faisais d'autres choses aussi, mais c'était vraiment un travail physiquement et je sais pas, ouais. C'était vraiment un peu, enfin, Oui. je dirais pas ingrat, mais c'était vraiment du service pur et dur. On apprend l'humilité, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, ouais, entre deux assiettes, est-ce que tu te disais pas finalement ce gris londonien me manque un peu? Non, parce que quand j'avais fini mon shift, j'allais nager dans l'océan. Donc, Ouais, trop bien. Parce que tu dirais que tes horaires, c'était quoi à peu près? Ça ressemblait à quoi? donc, quand on était du matin, c'était 6h, 15h. Et l'après-midi, c'était 1h, 19h, je crois. Ok, ouais, donc ça te laissait quand même pas mal de temps libre pour justement aller profiter de ce que les pays... Ouais. Ouais, non, c'est top. Et donc, dans cette saison 4 de Filles Expat, en général, je suis partie à la découverte de femmes qui sont parties sur des territoires francophones pour justement se lancer dans l'entrepreneuriat. Toi, à l'inverse, tu es revenue en métropole pour te lancer aussi toi-même. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce changement de je passe d'un bateau à je veux rentrer en métropole et me lancer dans la musique? Donc, je suis rentrée en France
simplement parce que mon engagement s'arrêtait. Et donc, bah oui, j'ai toujours eu ce souhait au fond de moi de faire de la musique et de pouvoir gagner ma vie avec la musique. J'en suis pas encore là, j'en suis très loin. Mais j'écris des chansons depuis que j'ai 18 ans et sur le bateau, j'ai pu en jouer quelques-unes en public. Et il y a plein de gens qui m'ont dit que je devais continuer, enfin, voilà, ils m'ont encouragé à pas baisser les bras. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'ai cherché un travail. Donc, j'en ai trouvé un en région parisienne. Je venais à peine d'arriver que enfin voilà, l'ère Covid a commencé. Donc, je me suis retrouvée en confinement chez moi dans un studio qui était, je n'avais même pas encore fini d'emménager. Et c'est là en fait que j'étais au chômage partiel. Donc je me suis dit professionnellement, je suis même pas sûre de ce que ça va donner. Donc je me suis mise à travailler sur mes chansons et j'ai commencé à penser à publier un album. Et ça a mis le temps que ça a mis jusqu'à ce que mon album sorte il y a un peu plus d'un mois. Mais c'est super. Je pense que c'est super gratifiant de te dire que oui, tu t'es peut-être retrouvé dans un studio qui n'était pas encore totalement emménagé, même si ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, tu peux être fier de dire que tu as un album qui est sorti. D'ailleurs, on mettra toutes les descriptions et les liens utiles pour ceux qui sont intéressés de jeter un œil à ce que tu fais. Parce que du coup, donc moi j'ai jeté un œil. En général, j'essaye de pas trop connaître mes invités, mais bon, assez différent. Et toi, ce que je trouve super intéressant dans tes musiques, c'est que du coup, elles sont en rapport avec les voyages que tu as fait. Oui, en fait, quand j'ai travaillé sur mes chansons, j'ai essayé de trouver quel était le fil rouge en fait qui me permettrait de les mettre ensemble pour faire un album. Et j'ai réalisé que les moments où j'étais le plus inspirée, c'était soit juste avant de partir, soit juste après être rentrée, soit c'était des événements que je vivais à l'étranger qui m'inspiraient. Voilà, donc j'ai fait cet album sur le thème des voyages. Super. Si nos auditrices, auditeurs devaient écouter une de tes chansons, laquelle tu leur dirais d'écouter ? Le cœur ailleurs. J'avais le cœur ailleurs et les pieds ici. J'avais le cœur ailleurs et je suis partie. Donc aujourd'hui, malheureusement, tu n'en vis pas encore, mais j'imagine que tu as quand même un plan en place pour développer ça. Oui, j'ai des idées de comment avancer, ouais. Cool. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi la France pour justement te lancer là-dedans ? Parce que c'est la maison. Ouais, c'est de retour à la maison que je me suis posée pour faire ça, quoi. Et donc, est-ce que tu t'es fait accompagner par un incubateur ou quelque chose, ou tu fais ça vraiment en solo ? Je fais tout moi-même. J'ai une coach qui est canadienne, justement, qui m'aide à rester focus sur mes objectifs et qui me donne des idées aussi de comment avancer. J'ai demandé à quelqu'un de faire le mixage et le mastering des chansons pour que ce soit vraiment professionnel, parce que si c'était moi qui l'avais fait, ça aurait vraiment été bricolage un peu trop, quoi. Non, et puis après, je pense que le mixage, c'est pas ce qui te passionne en soi, quoi. Donc si tu perds de l'énergie et de ton temps là-dessus, t'avances pas dans la création de musique, quoi. Ouais. Et sinon, à part ça, oui, j'ai tout fait toute seule, ouais. Waouh, bravo en tout cas. Mais je trouve cool que tu te fais accompagner, parce que je pense que dans tout projet d'une telle envergure, quand tu as une idée mais que tu veux en vivre, je pense que c'est intéressant d'être accompagné pour justement rester dans ses objectifs, mais aussi pouvoir être encouragé dans les moments où on est un petit peu plus dans le down, parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est up and down constamment. C'est un peu comme l'expatriation, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette saison aussi, parce que je trouve que les émotions, elles se ressemblent beaucoup. On croit toujours que c'est un rêve et que ça va être beau et magnifique et facile. Et puis finalement, c'est assez compliqué. Ouais. Eh bien écoute, on arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter avant que je te pose les questions de la fin ? Qu'est-ce que j'aimerais ajouter ? Je me demande c'est quoi tes questions de la fin, du coup. Bah écoute, déjà une question peut-être si y a une femme qui nous écoute quelque part en France, en Belgique ou ailleurs, qui parle français et qui est tentée par cette aventure du bateau. Qu'est-ce que tu lui dirais pour justement qu'elle fasse un premier pas vers cette aventure ? Bah, je lui dirais d'essayer, de toquer à la porte, et si la porte s'ouvre, d'y aller, d'y courir. Cool. Donc du coup, mes petites questions de la fin. Donc c'est si Prisca d'aujourd'hui pouvait glisser un petit mot à l'oreille de Prisca qui justement était derrière son ordinateur
en Angleterre et qui était en train de se poser ces questions par rapport à est-ce que oui ou non je devrais aller faire cette aventure de bénévolat, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que ça va pas être simple de prendre la décision, mais une fois que la décision sera prise, ça va être la meilleure aventure de ta vie. Trop bien. Oui, c'est vrai que prendre une décision, c'est dur de la prendre, mais une fois qu'elle est prise, punaise, qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Et je lui dirais aussi de écouter ce que les autres disent autour d'elle, mais de pas se laisser arrêter par ça, d'écouter la petite voix dans son cœur, qu'elle est la seule à entendre, et de suivre cette petite voix-là, peu importe ce que les autres lui disent. T'es sympa parce que moi, tu vois, j'aurais dit n'écoute pas ce que les gens disent autour Oui, de non, mais toi. je veux dire, écoute et dis genre oui, ok, je t'ai entendu, mais faut pas que ça te laisse, faut pas que ce soit ça qui te guide, quoi. Enfin, il faut que ce soit ton désir à toi qui te. Il faut pas te laisser influencer en fait par les discours que tu peux entendre. Ouais, c'est ça. Cool. Et donc pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Ma citation préférée du moment, elle est en anglais, c'est Find your tribe, love them hard. Super. Tu sais qui c'est qui l'a écrite? Aucune idée. Aucune idée. Ok, pas de souci. Eh ben écoute Priska, merci beaucoup d'avoir partagé avec moi et la communauté de Filles Expat ton expérience qui est vraiment très intéressante. Et ben je te souhaite plein de succès pour ton Merci album et pour vivre de ta passion. Merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi. Merci, bonne journée. À toi aussi. Salut. Aujourd'hui encore